Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Alors chaque 13 juin, le monde célèbre l'albinos ou sinon l'albinisme et surtout sensibilise sur l'albinisme puisque c'est la journée internationale de sensibilisation sur l'albinisme. Ça sera demain et avant ça, nous recevrons sur ce plateau donc Madame Déné qui est elle-même personne atteinte d'albinisme. Mais aujourd'hui, elle porte une association, il s'agit de l'association des femmes albinos du Burkina qui organise Albi Week, la semaine de l'albinos au Burkina Faso. En tout cas, ça a déjà débuté puisque c'est du 10 au 15 juin. Ça a déjà débuté le 10 juin dernier. Aujourd'hui, on va faire le point sur les activités passées et surtout aussi sur les activités à venir avec notre invité. Et plus tard, on parlera de sommet de leadership des jeunes. Il s'agit donc de réunir des jeunes dans un même centre pour justement leur apporter la confiance en soi, du moins, et puis leur donner le savoir également, les amener à entreprendre, les amener à être les meilleures versions donc d'eux-mêmes. On en parlera également avec M. Issa Nabi qui est justement porteur de ce projet-là. Ça sera aussi dans un instant. Avant tout ça, Alphonse Ouedraogo sera là pour nous apporter l'information et c'est à travers bien sûr la revue de presse. Madame, Monsieur, fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. L'aventure débute à Bangrouego. Nous y sommes installés depuis lundi pour vous faire découvrir ce site-là. Après avoir écouté le gestionnaire de ce site, il s'agit donc du commandant des eaux et forêts Bourema Koudjougou. Après l'avoir écouté, aujourd'hui nous allons faire place au guide qui va nous expliquer ce qu'on retrouve à Bangrouego. C'est dans la rubrique à la découverte. Pour ce matin, nous allons vous inviter à écouter le guide, un des guides touristiques donc du parc urbain Bangrouego qui a bien voulu nous accompagner pour la visite des animaux, de la végétation et bien sûr des autres sites de Bangrouego. On va l'écouter au micro de Joël Compaoré qui était justement notre caméraman pour cette sortie. On l'écoute et puis on revient. On a presque pas mal de choses à visiter à Bangrouego. Et le choix revient aux visiteurs selon son objectif. Une fois à l'entrée, elle est sanctionnée par un ticket. Et ce ticket vous donnera là où vous désirez visiter. On a un mini-zoo qu'on dit ménagerie. Au sein de la ménagerie, nous avons quelques espèces à voir. On peut avoir un hippopotame, on peut avoir des marabouts, il y a les crocodiles à voir, des pélicans, il y a des pitons, vous pouvez avoir des tortues géantes, des porcs-épics. Il y a des carnivores également que vous pourrez voir, les civettes, les singes rouges et les babouins à voir, et des perroquets. Il y a des autruches également que vous pouvez savourer votre curiosité. Je disais à l'écomusée à voir également. Dans le musée, nous avons les variétés d'antilopes qu'on rencontre au Burkina. Il y a la faune aviaire et la faune aquatique également. Il y a l'espace de détente, la forêt en tant que telle que vous l'entendez quand on le dit espace de détente, ça fait 160 hectares. Et à l'intérieur, il y a des voies tracées que vous pouvez circuler sans problème. Il y a des banquettes de soupirs et c'est là-bas les visites, comment dirais-je, les visites de détente se font. Par exemple, les sorties de découverte, après la découverte, ils veulent se détendre, vous passez à l'espace de détente et vous passez un certain moment. Pas mal d'espèces végétales à rencontrer. Sur 1000 et quelques espèces végétales au Burkina, on peut avoir 900 plus dans le parc. Et il y a également les étudiants et ceux qui font la médecine, ceux qui font le laboratoire d'écologie végétale qui viennent pour la reconnaissance et la constitution de certains herbiers. Le sport se pratique au niveau de l'espace de détente également, à pied, à vélo. Il y a le football que vous pouvez faire,
Il y a un terrain de basketball, un terrain de volleyball également. Ça, c'est côté parc de sport que vous pouvez les pratiquer. C'est comme je vous ai dit, l'accès au parc est conditionné et sanctionné par un achat de tickets. Et ce coût revient aux visiteurs selon son objectif. Vous avez parlé de ceux qui viennent pour les pique-niques. L'accès au niveau de l'espace de détente est sanctionné à 100 francs pour un enfant, à 200 francs pour un adulte. Et ceux qui viennent pour les pique-niques, hormis les frais d'accès, il y a autre somme qui s'ajoute qu'on dit frais de pique-nique. Et cette somme varie en fonction du nombre de personnes. Ça part de 1000 francs à 10 000 selon votre effectif. L'accès au niveau de la ménagerie fait 100 francs pour les enfants, 300 francs pour les adultes. Hormis ces frais, il y a ceux qui désirent faire des photos de souvenirs, il y a ceux qui veulent des fois aussi utiliser les caméras. Pour les photos, il y a tarif amateur, tarif professionnel, les caméras également, même chose. Pour les photos amateurs, vous avez 1000 francs, et pour les photos professionnelles, 5000 francs. Les caméras amateurs, 15 000, caméras professionnelles, 35 000. Donc, une fois que vous mettez pied à Bangrogo, il y a certaines règles que vous devrez respecter, à savoir l'utilisation de certaines choses. 1. Le feu n'est pas autorisé chez nous. 2. La chasse n'est pas autorisée chez nous. La pêche n'est pas autorisée chez nous, ce qui veut dire qu'il y a certains matériaux, dès que vous les possédez, vous ne pouvez pas aller à l'intérieur. Soit vous les déposez avant de rentrer dans la forêt. Une fois à l'intérieur aussi, il y a les ordures que nous avons installé des poubelles partout, que vous pouvez les introduire là-bas. Pour ceux qui viennent en pique-nique, s'ils ne sont pas à côté d'une poubelle, avec un sachet plastique, ils peuvent collecter leurs déchets et puis aller déposer dans les poubelles. Bangrogo est ouvert tous les jours, sauf lundi. Mais lundi férié, il est ouvert. Je dis lundi férié, par exemple, le lundi de Pâques. C'est un lundi férié, il est ouvert. De 6h à 18h. Mon message à la population de Ouagadougou, surtout c'est les tout petits, l'enfant qui va amener la maman ou bien le papa à venir. Donc ils peuvent envoyer leurs enfants à tout moment. Il y a des gens pour les recevoir. Il y a des gens pour répondre à leurs objectifs. Au lieu d'aller dans d'autres sites, par exemple, je prends un exemple, il y a d'autres qui préfèrent aller dans des bars, dans des maquis. À Bangrogo, vous vous levez avec votre glacière, de quoi manger, votre natte, vous passez la journée sans problème. Donc, vous profitez, vous avez la nature, vous êtes en contact avec la nature, vous avez l'air pur que d'aller vous charger les poumons ailleurs. Et vous avez moins de bruit également. Il est bien installé sur ce plateau, Alphonse Ouedraogo. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Nikiema, bonjour à toutes et à tous. Alors, on va découvrir les titres des journaux d'abord. Et je commence avec le journal Le Quotidien. À sa une ce matin, le journal Le Quotidien affiche escroquerie via QNet ou Network Marketing. 22 Burkinabés rapatriés du Ghana, 9 présumés complices sous mandat de dépôt. 4e édition des doctorales à l'université Joseph Kizerbo. La recherche scientifique en période de crise au cœur des échanges. BPC, session 2025, 13 fraudeurs dans les filets de la police dans le Oué. Pendant ce temps, des candidats entre joie, tristesse et espoir, écrit le journal. Le compte-rendu du Conseil des ministres est à la page 6 du journal Le Quotidien. Un autre quotidien, c'est le journal Bobolais, l'Express du Faso. Dans sa parution du jour, il nous parle de la fraude au BPC 2025 dans le Oué et écrit « Un élève de 24 ans, cerveau de la bande ». Toujours concernant le BPC, dans sa rubrique « Autant le dire », le journal écrit « Fraude au BPC, notre visage hideux que nos enfants nous renvoient ». Résultat du premier tour du BPC, des candidats entre joie et déception au lycée mixte d'Akarville.
Université Nazibone, l'intelligence artificielle au cœur des journées doctorales 2025. Escroquerie, séquestration, extorsion de fonds à la cunette. 9 personnes mises en cause parmi les 22 rapatriés du Ghana, écrit le journal. Région de Haut-Bassin, Raymond FC a présenté ses trophées à la gouverneure, nous rapporte l'Express du Faso. Un autre quotidien, le quotidien 2200 logements, le journal Le Pays, à sa une ce matin, affiche. Résultat du premier tour du BPC 2025, les uns jubilent, les autres pleurent. Société d'assurance au Burkina, Sans l'âme devient Sans l'âme alliance, écrit le journal Le Pays. Toujours avec Le Pays, dans sa rubrique Révélation, on peut lire TGI Ouaga 1, un leader religieux poursuivi pour escroquerie en bande organisée et blanchiment de capitaux, écrit le journal Le Pays. CHR de Banfoura, un professeur de maths SVT, pris en flagrant délit d'escroquerie de malades et d'accompagnants. Conseil des ministres, le Comité national de négociation commerciale porté sur les fonds baptismaux. Pour terminer avec Le Pays, toujours, arnaque aux cunettes, 22 Burkinabés rapatriés du Ghana, 9 identités présumées coupables. Le journal Aujourd'hui Faso à sa une ce matin, on peut lire Conseil des ministres, transfert des anciens actifs miniers de 5 entreprises minières à la Sopamib. Fraude au BPC 2025, 13 personnes mises aux arrêts par la police. C'est un autre titre du journal et ça se passe à Bobo-Dioulasso. Toujours avec ce quotidien, crise au Conseil national de l'économie informelle du Burkina Faso. Des acteurs de l'économie informelle dénoncent un agenda caché des fraudeurs. Burkina, la justice poursuit 9 présumés escrocs à la cunette rapatriés du Ghana. Résultat BPC 2025, sans faute pour le petit séminaire de Koudougou, 34,46% au Kouritenga et 30,28% au Passoré. CHU Yalgado Draogo, une centrale de production d'oxygène inaugurée, écrit le journal Aujourd'hui Faso. Le journal de tous les Burkinabés citoyens, lui, nous parle ce matin de divers sujets et affiche BPC 2025, entre joie et déception au lycée Marianne Gouabi. Un réseau de fraudeurs mis hors d'état de nuit à Bobo-Dioulasso. 4e édition du prix du journalisme pour la paix et la cohésion sociale. Citoyen rafle 4 prix, dont le premier en presse écrite. Conseil des ministres, le compte rendu des travaux du mercredi 11 juin 2025 est allié à la page 5 et 7 du journal. Escroquerie via cunette, 22 Burkinabés rapatriés du Ghana, 9 personnes sous mandat de dépôt. Hôpital Yalgado Draogo, le centre hospitalier se dote d'une nouvelle centrale d'oxygène. Chercheur de Tenkodogo, une patiente soulagée d'un kyste de 20 kg, nous rapporte Citoyen. Journée mondiale contre le travail des enfants. Le message du ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale est à lire à la page du journal Citoyen. Au coin du palais, un bulletin d'examen trahi d'un faux médecin. Il tue un cycliste et se réveille à l'hôpital, écrit Citoyen. Pour terminer, c'est avec le journal de Nakibero. L'observateur Palga, ce plus vieux quotidien privé de la place, affiche à sa une ce matin BPC 2025. On va sauter mon nom pour appeler qui encore se demande un candidat admis au lycée municipal Bambata. Pendant ce temps, le journal nous rapporte qu'un vaste réseau de fraude démantelé par la police à Bobo-Dioulasso. Commune de Nyanguloko, à 18 ans, il encourt 24 mois de prison ferme pour violence sexuelle. Concours pour la paix et la cohésion sociale. Foussine Kindo plaide la cause des médias privés. Activité de la Fondation Bertrand Traoré. André Onana m'avait promis depuis longtemps d'être là.
Et effectivement, il est là, écrit le journal. L'observateur parle d'un rapatriement de 22 Burkinabés du Ghana pour fin de Kinet. Le procès débute le 17 juin prochain. Merci Alphonse pour ces titres. Le sujet en lien avec les résultats de l'examen m'a fait sourire parce que justement, c'est pas facile. Il faut avoir le cœur assez, je ne veux pas dire assez serein pour pouvoir aller donc à candidat approché. Moi, par exemple, je l'avoue, hein, je n'ai jamais été à un candidat approché. Ah bon? C'est toujours des amis qui voient les résultats. Qui vous rapportent les résultats. Oui, mais bon, il faut avoir le courage. Donc, on parle justement des résultats du premier tour du BEPC. C'est tombé hier, on a vu un peu partout devant les centres les élèves qui ont attendu pour certains centres un peu longtemps. Voilà, en tout cas, les résultats sont là. Oui, les résultats sont là, mais d'emblée, je rends grâce à Dieu parce que ma fille a eu. Ah, félicitations, c'est vrai que je n'avais pas encore eu l'information. Félicitations. Alors, merci bien, merci bien. Les résultats sont tombés depuis hier. Ce sont les résultats du premier tour. Quand on sait qu'il y a un second tour, voilà, pour ceux-là qui vont devoir donc, en tout cas, mettre en exergue leur seconde chance. Nous leur souhaitons donc bonne réussite. Alors, je reviens pour dire que les résultats sont tombés hier. Mais à l'analyse, il y a la joie, il y a d'autres qui sont dans la joie, d'autres c'est dans la tristesse. Pendant ce temps, il y a d'autres aussi qui sont dans l'espoir, ceux qui sont au second tour. On n'a pas encore le point, en tout cas, des résultats au niveau national, mais ce qu'on a pu donc colmater ça et là, par exemple le journal Aujourd'hui au Faso, et nous apprend qu'au petit séminaire de Koudougou, c'est le Tougili, c'est un 100%. Les séminaires là, c'est pas étonnant souvent. Alors, c'est pas étonnant, c'est leur quotidien. C'est ça, donc, séminaire PMK et PMK, chaque fois la moisson est bonne à leur niveau. Même. Donc, 34 candidats présentés, ils ont tous eu. Pendant ce temps, au Kouritenga, vers Koupela, 34,46% du taux de succès au premier tour, et au Passoré, c'est 30,28% de taux de succès. Alors, en attendant bien sûr les résultats des autres localités. Mais il faut souligner que des gens disent cette fois-ci le BPC, en tout cas les sujets étaient quand même abordables pour ceux-là qui ont étudié. Pour ceux-là qui ont étudié et qui sont aujourd'hui dans la joie, d'autres dans l'attente parce qu'ils doivent composer le second tour. Et certains, effectivement, sont dans la colère parce qu'ils sont donc ajournés. En fait, il faut noter que chacun récolte ce qu'il a sémé, pas que ceux qui n'ont pas eu, n'ont pas travaillé, parce qu'il est question d'un examen. On peut être fort en classe, mais quand tu es paniqué pendant la composition, tu peux tout rater, surtout avec les premiers sujets. Donc, c'est pour cela que à l'orée des examens, il faut préparer les enfants, il faut leur apprendre un certain nombre de choses pour qu'ils soient sérieux pendant la composition. Même le dernier de la classe peut aller réussir, avoir son BPC, si en tout cas mentalement il est fort, s'il est bien préparé. Et le premier aussi de la classe peut échouer. Effectivement. Oui, si en tout cas les commodités ne sont pas ruinées. Donc, parce que c'est un examen, tout peut arriver. Ce qu'on peut souhaiter, c'est que ceux qui sont au second tour puissent vraiment réussir. Et ceux qui sont ajournés se préparent pour l'année prochaine, parce que l'échec n'est pas une fin en soi. On peut se préparer et revenir dans la meilleure façon et continuer vraiment son cursus scolaire comme il se doit. Bien sûr, et souvent être aussi, tout aussi excellent dans le domaine que vous aurez choisi pour votre métier. En tout cas, bon courage aux élèves, félicitations à ceux qui ont déjà leur nom inscrit donc en seconde. Alors Alphonse, pendant ce temps, il y a des élèves aussi qui se jouent les plus malins parce que des présumés fraudeurs sont présentés à la police à Bobo-Dioulasso. Tout à fait, des petits malins sont pris dans le piège donc la police, parce que au lieu de bosser ou au lieu en tout cas de crever leur cerveau, ils ont essayé de passer par les raccourcis. Malheureusement, ils sont pris par les forces de l'ordre. Ça s'est passé à Pény,
une localité située à une trentaine de kilomètres de la ville de Bobo-Dioulasso, pendant la composition et surtout pendant la composition de sujets de mathématiques. Une candidate a été prise avec son portable et c'est après les enquêtes qu'on a compris qu'il s'agit d'un réseau des gens qui ont voulu donc tricher. Et ce réseau qui a été démantelé explique que il y a des candidats qui sont dans un groupe WhatsApp, il y a des gens aussi qui ne sont pas candidats et qui sont dans ce groupe WhatsApp là et qui travaillent à travers donc l'intelligence artificielle. Au lieu de réfléchir, ces gens donc... Cette affaire de IA là. Oui, IA est en train de faire des victimes. Hein. Oui. Et ce groupe WhatsApp, dans ce groupe, on peut retrouver des gens qui font la classe du terminal, de première, de seconde, et bien d'autres, mais bien entendu, des candidats qui étaient dans ce groupe WhatsApp. Alors, dès lors que le sujet est donné et que les candidats se mettent donc à composer, ceux qui sont dans ce groupe WhatsApp renvoient automatiquement le sujet dans ce groupe WhatsApp, bien sûr en essayant de dissimuler leur téléphone dans les habits. Ils envoient le sujet et rapidement, comme vous connaissez IA, dès que vous cliquez, la réponse sort. Oui, oui, c'est ça. Quand vous voulez, par exemple, faire des recherches sur IA, il suffit, par exemple, de parler, de dire, par exemple, une femme assise au kiosque. Rapidement, on vous fait sortir une photo d'une femme assise au kiosque avec un texte. Je pense qu'il y a des gens qui travaillent avec cet outil-là aujourd'hui. Et malheureusement, ça tue le cerveau parce que vous ne réfléchissez plus en tant que quelqu'un ayant appris quelque chose, mais c'est à l'outil IA de travailler maintenant pour vous. Alors, ces gens ayant donc été pris, la main dans le sac, on a pu arrêter 13 personnes et ces personnes ont été présentées hier par la police. Donc, devant les hommes des médias, la police a donné un certain nombre d'informations pour montrer comment ce réseau-là opérait et procédait vraiment à aider des candidats qui ont choisi de partir par la courte échelle. Malheureusement, ils ont été pris. Ils seront donc traduits devant la justice et chacun va devoir répondre des faits qui lui sont reprochés. Vraiment. Et puis à 24 ans, quand on est toujours élève, là, c'est bizarre. Actuellement, les gens arrivent au... On dit qu'un élève, oui, l'élève, oui, le cerveau de la bande à 24 ans. Ah ben écoute, on est à l'université à 20 ans minimum maintenant, quoi, ou à 18, 19, 24 ans, encore élève. Et puis, ça s'en va tricher aussi. Bon, écoute. C'est pas simple. Bon, heureusement que ça va servir aussi de leçon aux autres. Tout à fait. Alors, on parle toujours aussi de petits malins parce que la justice poursuit 9 présumés escrocs à la cunette rapatriée du Ghana. C'est exact. Cunette, ce nom, je pense que beaucoup connaissent bien ce nom pour avoir été victime ou pour avoir eu des connaissances qui ont été victimes de cunette. Un réseau qu'on n'arrive pas vraiment à comprendre. Des gens qui choisissent vraiment d'être riches, malheureusement par la mauvaise manière. Et ce sont 22 Burkinabés qui ont été rapatriés par la police ghanéenne. Mais il faut souligner que c'est Interpol qui a mené l'opération avec l'unité de police ghanéenne. Et on est arrivé à démanteler ce réseau-là, qui est un réseau qui escroque les gens, un réseau d'escroquerie, de traite de personnes, un réseau qui extorque des fonds de tierces personnes. Donc, il fallait quand même démanteler ce réseau. Je crois que beaucoup de gens ont déjà été victimes de cunette parce qu'ils ont eu des promesses alléchantes et ils sont tombés dans le piège. Quand on vous promet, voilà, selon les explications, étant même au Ghana, il vous présente des images, des lieux vraiment luxueux, soit disant qu'ils sont en Europe, en tout cas, et que vous pouvez en tout cas venir les rejoindre parce qu'ils arrivent à gagner leur vie. Malheureusement, avec nos réalités du moment, beaucoup de jeunes tombent dans le piège et se voient donc extorquer des fonds. Et quand on vous prend, que vous tombez dans leur piège, ce sont vos parents qu'ils vont faire danser, qui vont payer, vont donner l'argent régulièrement. Et en fin de compte, c'est votre vie maintenant que vous cherchez. Ce n'est plus de l'argent parce que
Il y a des filles qui sont tombées dans le piège, qui ont pris même des grossesses. Il y a des enfants, des jeunes garçons qui sont tombés dans le piège et qui se cherchaient à un moment donné. Parce qu'arrivé sur place, on vous enferme. Dans une maison, vous ne pouvez plus sortir parce que vous ne connaissez même pas la ville. Donc c'est difficile. Les plus chanceux ont pu vraiment s'échapper par bien sûr l'entremise de certaines personnes, mais ceux qui n'ont pas la chance souffrent énormément. Et je pense que des témoignages ont déjà été donnés sur la toile, les réseaux sociaux, et ce travail qui a été fait par Interpol au niveau du Ghana est à saluer. Et lorsque l'affaire est arrivée au Burkina, Interpol Burkina, Ouaga, a aussi travaillé parce que des gens étaient déjà recherchés. Et parmi les 22 personnes arrêtées, il y avait des personnes qui étaient déjà recherchées par Interpol Burkina et ces personnes sont revenues. Donc après les enquêtes, 9 personnes ont été inculpées et ces personnes seront donc traduites devant la justice. 9 Burkinabés. 9 Burkinabés. C'est 22 Burkinabés qui sont rapatriés. Parmi les 22 Burkinabés, 9 personnes ont été inculpées. Et ces personnes vont devoir répondre devant la justice. Et c'est le 17 juin prochain que va s'ouvrir le procès. Merci bien. Et pour terminer, actualité internationale, aujourd'hui, on peut parler de l'actualité sans parler de la Côte d'Ivoire. Oui. Une délégation de l'Union africaine va à la rencontre de Laurent Gbagbo. Oui, c'est la suite de ce que nous disions hier. Une délégation de l'Union africaine est allée rencontrer Laurent Gbagbo à son domicile hier à Abidjan. Bien entendu, c'est ce que nous avons eu à parler hier. La question politique qui se pose aujourd'hui du côté de la lagune Ébrié. Alors, le meeting de Laurent Gbagbo aura été pour quelque chose. Son meeting a tenu à Port-Boué le samedi passé, où il a fait des déclarations de guerre, en tout cas des propos jugés trop osés par certains. Une question de dire qu'il va se battre s'il le faut. Je pense que au-delà d'avoir harangué la foule, il a fait des déclarations et ces déclarations sont considérées comme une déclaration de guerre contre donc le pouvoir en place, le pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara. Alors, je pense que c'est pour parer à toute éventualité que l'Union africaine a dépêché une délégation, une forte délégation qui allait donc rencontrer l'ancien président Laurent Gbagbo. On n'a pas eu les échos de cette rencontre, mais déjà on peut imaginer que c'est lié à sa récente sortie et c'est lié bien sûr au discours qu'il a promis aux Ivoiriens aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il va s'adresser au peuple ivoirien. Qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce que c'est un mot d'ordre qui sera lancé? Un mot d'ordre qui visera en tout cas à mettre la pression, à contraindre le pouvoir, à réinscrire son nom sur la liste électorale? On ne le sait pas, mais toujours est-il qu'après la rencontre avec la délégation de l'Union africaine, rien n'a fuité, mais on peut déjà imaginer que ça a un lien avec la culture politique au niveau de la Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo, aujourd'hui, est décidé, bien qu'il ait 80 ans, il est déterminé à poursuivre le combat, à poursuivre la lutte. Aujourd'hui, il a toujours des partisans. C'est un élément, un leader politique qui compte aujourd'hui au niveau de la Côte d'Ivoire. Alors, on peut dire que c'est bien. L'Union africaine a voulu, en tout cas, dévancer l'Ivoire dans l'eau, de ne pas jouer au pompier lorsque les choses sont déjà gâtées. Donc, j'imagine qu'après cette rencontre, il y aura un changement. Bien entendu, après la rencontre avec Laurent Gbagbo, cette délégation devait donc rencontrer les autorités ivoiriennes, les autorités actuelles, en tout cas, pour essayer d'arrondir les angles. Parce que ce sont les deux côtés. Donc la voix, s'il faut rencontrer, oui, s'il faut en tout cas parler à Laurent Gbagbo, il faut aussi parler aux tenants du pouvoir. Parce que c'est parce qu'il n'y a pas un dialogue que chacun se jette on se jette la pierre, que les uns accusent les autres, que la scène politique est aujourd'hui tumultueuse ou en tout cas houleuse au niveau donc, de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup pour ces analyses. Merci bien, Madame. Et puis félicitations encore pour ta fille. On attendra donc l'arrosage. On attend les résultats du CEP. Du CEP aussi. Voilà, parce que je sais qu'il y a
Un garçon aussi qui fait oui, du qui est Bonne chance. candidat. Merci bien, Madame Mikema. Alors, nous allons notamment donc aller découvrir les couleurs du temps, c'est à travers la météo et on revient pour... Nous recevons pour vous ce matin Monsieur Nabi Issa Koulibaly. Il est le président de l'agence Capital Plus et coordonnateur du programme Stand Up et promoteur du sommet du leadership des adolescents dont on va parler aujourd'hui à travers cette émission. Bonjour à vous Monsieur Koulibaly. Bonjour Madame. Bienvenue. Avec plaisir. Alors quand je vous ai vu, j'ai dit c'est pas le monsieur qu'on a l'habitude de voir sur les spots télé et autres, ou même les affiches aussi. C'est bien lui. C'est bien lui, oui. D'accord. Alors, bienvenue en tout cas sur ce plateau. Merci. L'agence Capital Plus, qu'est-ce que vous faites au sein de cette agence? Merci bien, madame. Il faut dire que l'agence Capital Plus est une société qui a pour mission de contribuer à augmenter le pouvoir d'action, le pouvoir d'agir des personnes et des entreprises sur le chemin de l'excellence. Tout ce qui contribue à faciliter la croissance des individus et des organisations et pour la réussite en termes d'accompagnement, en termes de formation, en termes de renforcement des capacités, en termes de coaching des managers. C'est ce que nous avons fait de plus parce que nous sommes convaincus que l'homme peut toujours faire davantage et nous sommes là définitivement pour apporter un plus dans notre pays, en Afrique essentiellement. Donc pratiquement dans tous les domaines d'entreprise, vous pouvez intervenir pour apporter le plus aux managers. Oui, absolument, parce que nous avons compris que toutes les difficultés que les entreprises vivent ont en commun une racine donnée. Et nous avons découvert donc cette racine-là. Et nous travaillons à faire comprendre aussi à ces managers de quoi il s'agit. Parce qu'une fois que nous avons touché ces choses, les hommes deviennent heureux, les travailleurs s'épanouissent, l'entreprise performe. D'accord. Et vous êtes par ailleurs aussi le coordonnateur du programme Stand Up. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Disons que Stand Up, c'est la branche, la responsabilité sociale donc, de Capital Plus, qui a pour mission de contribuer à l'épanouissement des jeunes, des adolescents, et aussi des travailleurs en général, et particulièrement aussi des femmes, parce que nous sommes convaincus que toute entreprise, dans la réalisation de sa mission, elle a aussi cette exigence-là, elle a aussi ce devoir de mener des activités ou de contribuer financièrement à l'amélioration des conditions de vie des individus et de la communauté. Et Stand Up est là aujourd'hui pour promouvoir ces activités à travers la compétence que nous avons au sein donc, du cabinet Capital Plus, soit pour les jeunes, soit pour les adolescents, soit pour les femmes, soit pour les adultes aussi, les parents en général. Donc chaque année, nous avons des activités que nous menons au profit de ces cibles-là. Et nous allons en parler certainement pour l'une de nos activités que nous menons, qui concerne donc la deuxième activité, particulièrement destinée donc aux adolescents. Donc c'est à l'intérieur du programme Stand Up qu'il y a ces activités-là, et notamment l'activité dont on va parler, le sommet du leadership des adolescents. Comment l'idée en fait d'un tel sommet est née, monsieur? Merci. Il faut dire que ça fait déjà 3-4 ans déjà que nous accompagnons les parents, les entreprises, aussi les travailleurs. Il y a un sujet qui revenait chaque fois parce que les parents se rendent compte finalement qu'ils constituent un problème pour les enfants. Les enfants, de l'autre côté, estiment que les parents sont des problèmes. Eux-mêmes, ils sont des problèmes pour la communauté. Et nous-mêmes, nous sommes rendus compte que si nous avions appris des choses quand nous étions adolescents, notre vie allait certainement prendre un autre itinéraire, une autre voie. Nous apprenons des choses aujourd'hui qu'en principe, nous aurions dû les connaître il y a très longtemps, il y a 15 ans, 20 ans de cela. C'est comme ça que l'idée est venue. Depuis l'année passée, nous avons réfléchi à cela. Et avec aussi l'inspiration que nous avons vue à travers la participation de nos activités à Londres, en France et aux États-Unis, qui à leur niveau, ils sont déjà à la 20e ou à la 25e édition. Nous avons compris qu'il fallait introduire une activité similaire pour aider les parents à accélérer le chemin de la réussite de leurs enfants et aussi pour les soulager un tant soit peu. Parce que vous savez que dans la vie de l'homme, il y a 3 grandes phases extrêmement importantes. La première phase, c'est de 1 à 7 ans, qui échappe à beaucoup de parents, alors que c'est le moment où nous devons ensemencer suffisamment pour créer l'enfant que nous voulons demain. Vous savez, il est dit aussi que l'enfant est le père de l'homme. Mais dans la pratique, ce n'est pas ce que nous constatons. Et la deuxième phase, c'est aussi de 14 ans à 21 ans, qui est moins efficace que la première, mais c'est la transition de l'adolescence à la jeunesse. Les enfants sont un petit peu égarés, les parents se cherchent, on va dire ça comme ça, en travaillant, personne n'est là. Nous ne sommes pas surpris de voir plus tard des jeunes, des adolescents qui ne s'en sortent pas, qui créent des problèmes à la communauté, qui créent aussi des problèmes à leurs parents. La dernière phase, c'est la phase de 41 à 50 ans, où c'est le changement, le bilan de la vie. Qui manquait, on va dire, c'est l'échec de la vie complètement. Et nous avons voulu agir pour cette année sur la tranche donc, de 14 à 21 ans, pour marquer les adolescents, pour marquer en se basant sur des outils d'origine africaine, d'une part, et aussi notre connaissance que nous avons vue ailleurs.
Et c'est ce que nous voulons faire aujourd'hui. Avec ce sommet, c'est quoi en fait le concept? C'est un changement de mentalité. Expliquez-nous le concept de ce sommet de leadership des adolescents. Oui, le sommet de leadership des adolescents, en fait, c'est un camp d'excellence illimité qui est prévu sur 7 jours où nous allons recevoir les enfants. Nous attendons cette année 150 adolescents. Quand même, c'est un nombre assez important. En réalité, nous voulons même faire 600 parce que les capacités nous permettent. La quantité n'est pas un problème aujourd'hui. Les outils sont là pour les accompagner suffisamment. Ailleurs, ils sont à 2500 adolescents par édition. Voilà. Et comme c'est la première édition, nous allons avec 150 pour déjà rassurer les enfants, rassurer aussi les parents. Et pour que l'année prochaine, nous serons à un niveau un peu plus important. Parce qu'il y a beaucoup d'adolescents qu'il faut accompagner. Nous n'avons pas le temps. Il faut aller relativement vite, mais bien. Aujourd'hui, nous avons les outils, la capacité et aussi les partenaires nécessaires pour pouvoir dérouler ce programme. Donc, pour revenir, c'est un camp d'excellence où nous allons recevoir les enfants 7 jours pleins, avec des conditions relativement contraignantes. Internés bien sûr, internés. Ils seront pris en charge la restauration, l'hébergement, tout ce qu'il faut. Il y a l'assurance aussi qui est prévue. De sorte qu'ils soient dans une période d'immersion totale. Parce que c'est démontré aujourd'hui, à partir de 4 jours, quand vous prenez quelqu'un dans un environnement, vous créez un environnement qui renforce en fait, ou qui développe en lui un certain changement, une certaine évolution qui marque souvent définitivement sa vie. Et nous avons découvert ces outils-là avec les neurosciences, avec ce que nous faisons pour les adultes, mais aujourd'hui adaptés à ces adolescents et aussi adaptés au contexte local. Ça fait toute la différence. Ok. Alors, bien sûr, hein, c'est vrai qu'on ne donnera pas tous les détails ici, mais j'aimerais bien qu'on donne quelques modules qu'on va, que vous allez justement développer au sein de, avec ces jeunes durant 7 jours. Qu'est-ce que vous allez leur dire? Qu'est-ce que vous allez leur apprendre? Ça va tourner autour de quoi? Excellent. Alors, déjà, peut-être pour dire qu'à la fin, imaginez qu'à la fin de ce parcours-là, à quoi va ressembler cet enfant, cet adolescent. Il va ressembler à un adolescent qui revient à la maison avec une autre image de lui-même. Contrairement à d'autres activités où les enfants reviennent avec beaucoup de photos, beaucoup d'images de l'extérieur. Ces enfants-là ou ces adolescents reviennent à la maison avec une autre image d'eux-mêmes, une grande image d'eux-mêmes, une autre perception positive de leurs parents et aussi une autre perception positive de l'environnement dans lequel ils doivent évoluer. Ça, c'est extrêmement important. Ça crée tout de suite un certain niveau de responsabilité supérieure de ces enfants. Ils reviennent aussi avec un esprit, parce qu'ils ont compris qu'il y a l'abondance pour tous. L'esprit de la rareté n'existe pas. Chacun peut évoluer, chacun peut réussir. Et enfin, ils reviennent aussi avec un autre comportement qui amène leurs relations avec leurs parents, avec leurs amis. Quand vous savez que c'est une période de turbulence où nous ne savons pas toujours qui est-ce que nous fréquentons. Et enfin, ils reviennent aussi avec beaucoup plus d'assurance pour eux-mêmes, avec un niveau supérieur d'estime de soi et de confiance en soi. Pourquoi je dis ça? Parce que quand vous regardez un peu les phénomènes que nous vivons aujourd'hui, que ce soit la question d'alcoolisme, la question de tabagisme, etc., et aussi l'impuissance acquise des parents, c'est lié au fait que, d'une part, les enfants ont grandi dans un contexte où finalement, ils n'ont pas du tout une confiance en eux. Ils ont un faible niveau d'estime d'eux-mêmes, et aussi ils voient un avenir relativement assez sombre. Les modules que nous travaillons, il y a des exercices individuels, il y a des travaux de groupe, il y a des services communautaires, il y a des invités spéciaux que nous allons recevoir, soit des stars, soit des artistes, ou soit aussi des coachs comme nous. Et enfin, il y aura aussi des moments d'activité récréative et surtout éducative. Parce qu'ils vont suivre des modules, d'une part, mais ce sera beaucoup plus des pratiques, où ils vont exercer ces choses. On peut parler encore, c'est un rappel ici, la confiance, l'estime, l'enrichissement, c'est un module extrêmement important. Parce que c'est quoi le thème principal? C'est l'intelligence sociale et l'intelligence financière pour les enfants. Pour évoluer, l'enfant doit avoir un certain niveau, même l'enfant, tout le monde d'ailleurs, un niveau supérieur d'intelligence sociale et aussi un niveau supérieur d'intelligence financière. L'un sans l'autre, en réalité, c'est comme si vous êtes assis sur une chaise où vous pensez que vous êtes assis, mais en réalité, le ciel n'a pas de support. C'est très fragile. Voilà pourquoi vous avez des gens qui grandissent, ils réussissent à l'école à un mois niveau de bac, ils ne s'en sortent plus, ou inversement, où les gens commencent à travailler, c'est un esprit de compétition inutile qui détruit un peu leur excellence. Et à cause de ça aussi, des enfants talentueux ont finalement échoué parce qu'on les a inculqué certaines choses qui ne sont pas du tout réelles. Est-ce que justement, avoir son enfant dans votre équipe, c'est que l'enfant reviendra aussi à la maison avec peut-être l'esprit entrepreneurial? Alors, un petit peu, nous n'allons pas trop aborder d'abord l'aspect entrepreneurial, parce qu'avant de parler d'entrepreneuriat, il y a des préalables incontournables qu'il faut d'abord installer correctement. Quand ça se fait, l'entrepreneuriat même revient aisément en l'enfant. Parce que du coup, son talent, il vit son talent, c'est l'entrepreneuriat.
Parce que non pas tu viens de former quelqu'un entrepreneur, non, avant ça, il y a une chose qu'il faut travailler. Nous, c'est créer cette base, ouverture d'esprit fondamentaux. Confiance en soi, vous l'avez dit. Qui vont impacter l'enfant toute sa vie. Parce que le dernier jour, il y a une soirée exceptionnelle que nous avons prévue, où ailleurs, quand nous l'avons vu, ça fait couler de larmes. Et ça marque les enfants pour la vie. Et si certains parents ont un peu l'amabilité d'être présents, je pense que ce sont des moments de forte émotion. Et chaque parent voudrait vivre ça. Ce sont des moments de témoignage? Pas de témoignage, parce que vous êtes assis, vous voyez un peu votre enfant, 7 jours avant, comment il était, ce qu'il vous disait avant de venir, et 7 jours après, quand on lui donne la parole, ce qu'il va dire en quelques mots, vous vous rendrez compte que certainement il y a quelque chose qui a changé en lui. C'est ce que nous voulons. Ok, venons-en aux conditions pour ce sommet de leadership des adolescents. Yeah. Est-ce que déjà, en termes d'âge, vous avez dit 14 à 20 ans? 14 à 21 ans. 14 à 21 ans. Et est-ce que niveau scolaire, est-ce qu'il y a un niveau scolaire exigé? Alors, nous sommes beaucoup plus dans une dynamique, c'est l'âge qui est important pour nous. En général, par coïncidence, ce sont des enfants, des ados qui sont entre 5e et plus qu'en terminale éventuellement. Okay. Donc, mais c'est cette tranche qui nous intéresse. Donc, le niveau scolaire, c'est un langage par la session qui est adapté à tous ceux qui sont entre 5e et la terminale. Donc, le niveau scolaire n'est pas forcément important. Conditions financières? Alors, peut-être avant de parler de la condition financière, je voulais encore revenir pour dire que ce programme est organisé en partenariat avec l'association Ecovie, qui est là depuis 20 ans avec M. Nazi Kabouri, qui est d'ailleurs un des précurseurs de tout ce que les gens appellent un peu ordinairement développement personnel, qui a beaucoup travaillé sur beaucoup de concepts. Il est avec nous pour organiser cette activité-là. Et d'ailleurs, il a écrit un livre qui s'appelle Demain, à l'attention un peu des scolaires, qui sera un petit peu exploité dans le cadre de ce programme-là. Donc, ces deux partenaires qui sont souvent outillés, qui ont aussi la passion d'accompagner un peu, que ce soit les tout petits, les adolescents et bien sûr les grandes personnes. Alors, pour revenir un peu à la question de la condition financière, Capital Plus et Ecovie ont suffisamment subventionné cette activité à travers donc, le don de la compétence, le don des outils, et avec quelques partenaires qui veulent nous accompagner. Et nous avons prévu cette année une somme de 195 000 francs CFA, y compris donc la restauration, l'hébergement, les kits éducatifs, les outils pédagogiques, l'assurance pour la sécurité, le cadre approprié, et sans oublier le fait que ces enfants-là, pendant la période, ils auront l'opportunité, par tirage au sort, etc. Certains pourront gagner des tickets pour un séjour de 7 à 10 jours à Accra, d'autres pourront bénéficier de kits d'abonnement à une bibliothèque ou des tickets de concert pour l'année à venir. Je pense que c'est des choses qui seront bénéfiques donc, pour ces enfants-là. Voilà un peu la condition financière, bien sûr, payable à une seule tranche, tout simplement. D'accord. Et c'est à partir de quand, ce sommet-là? Alors, d'abord, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 10-11 juillet. Et l'activité est prévue du 25 juillet au 31 juillet. Donc, le 25 juillet, nous avons commencé. Et la soirée définitive, c'est le 31 juillet soir, avec tout ce qu'il a comme émotion, comme au revoir, cérémonie au revoir. Et tout se passe très bien jusqu'à présent. Ça aura lieu à Ouagadougou, entre Komsilega et Sapone. Entre Komsilega et Sapone, ça veut dire donc le logement se trouvera là-bas. Ok. Maintenant, les inscriptions ont débuté. Vous avez dit que ça va jusqu'à un G. Mi-G. À mi-G. Donc, comment on s'inscrit? Alors, il y a déjà, nous pouvons vous communiquer les contacts téléphoniques qui sont WhatsApp. Et il y a l'adresse mail aussi, qui, à travers un message qui est envoyé, vous aurez certainement un interlocuteur qui vous prendra en main pour faire la suite. Alors, déjà, en termes de contact, c'est le 25 47 07 03, 25 47 07 03, ou le 54 15 56 56, ou à l'adresse mail standup@bicapitalplus.com. B ici, c'est BE, capitalplus.com. Vous aurez un interlocuteur très gentil qui va vous faciliter la suite. D'ailleurs, c'est affiché. Donc, à l'antenne, vous pouvez justement aussi faire des captures d'écran pour faciliter les choses. Monsieur Nabi Issa Koulibaly, alors, avant de vous dire au revoir, j'aimerais bien que vous vous adressiez aux parents. Parce que généralement, pendant les vacances, certains parents ne savent vraiment pas où diriger leurs enfants pour qu'ils puissent passer du temps utile. Par rapport à votre activité, quel serait votre message? Alors, le premier message, déjà, c'est dire à ces parents-là, que la période des vacances c'est une opportunité qui est offerte et que c'est aussi une opportunité pour ses parents de passer le meilleur moment avec leurs enfants, que ce soit à domicile, partout où vous soyez,
que chacun fasse l'effort de passer le meilleur moment avec ses enfants pendant cette période-là. C'est la première chose. La deuxième chose également, c'est de se rendre compte que le meilleur investissement que nous puissions faire pour nous-mêmes ou pour nos enfants, c'est les aider à développer rapidement un peu un autre esprit, un esprit supérieur de développement, un esprit supérieur, on va dire, d'intelligence, un esprit supérieur de culture financière. C'est le meilleur donc que nous puissions le faire. Il ne s'agit pas toujours d'attendre et puis plus tard essayer de les inscrire dans les grandes universités. C'est souvent tard. L'un des meilleurs moments, c'est maintenant qu'il faut investir dans les enfants à travers ces genres d'activités-là. Et nous les encourageons d'oser. C'est ce qu'il faut faire. Parce que non seulement ces enfants qui vont sur ce cursus-là, à travers les témoins vus pour les mêmes activités ailleurs, ça accélère leur réussite, ça accélère leur parcours de développement et aussi ça accélère leur relation sociale. Donc un sommet qui sera très bénéfique pour les adolescents. Oui, c'est un progrès total. C'est un progrès total. Et bien sûr, nous allons le communiquer ça bientôt, plus tard. Et les parents eux-mêmes ont un séminaire de 4 jours destiné à ces parents pour non seulement comment développer l'intelligence de leurs enfants et aussi comment améliorer eux-mêmes leur vie à travers leurs conjoints, à travers la communication, à travers aussi les questions de paroles transformatrices et enfin à travers aussi la gestion des relations amoureuses dans la famille qui souvent sont inconnues, négligées. Ça crée des dégâts. Bien sûr. Merci, ça c'est annoncé, ça viendra donc plus tard. Sinon pour le moment, rendez-vous donc en G, du 25 au 31 G pour notamment le sommet du leadership des adolescents. En attendant, vous avez la possibilité de vous inscrire donc concernant. On va réafficher l'adresse donc de Capital Plus pour les téléspectateurs, donc la possibilité de s'inscrire jusqu'au combien vous avez dit? Jusqu'au 12 G. Jusqu'au 12 G. Et les enfants, l'âge c'est compris? C'est 14 à 21 ans. 14 à 21 ans. Donc voilà, les contacts aussi donc de Capital Plus sont affichés et l'adresse mail également. Vous avez la possibilité de contacter l'équipe de Monsieur Nabi Issa Koulibaly pour notamment inscrire vos adolescents de 14 à 21 ans. Conditions financières? Je rappelle ici, c'est 195 000 francs subventionnés. J'insiste là-dessus. Subventionnés. Merci d'être passé. Avec plaisir, madame. Terminé. Avec plaisir. Donc, prochainement. Merci. Alors, merci beaucoup. Nous étions avec M. Nabi Issa Koulibaly, coordonnateur du programme Stand-Up et promoteur du sommet du leadership des adolescents. On va s'arrêter ici pour l'entretien d'aujourd'hui. On marque une petite pause et puis on revient pour la suite. Et nous sommes de retour sur ce plateau. Je vous le disais en introduction, le 13 juin de chaque année, la communauté internationale se penche sur la question de l'albinisme, question de sensibiliser. Et le 13, c'est demain, mais avant nous recevons aujourd'hui Madame Déné pour parler d'albinisme parce que la semaine de l'albinos, pour ne pas dire Albi Week, bat son plein depuis le 10 juin dernier. Ça va aller jusqu'au 15. On va faire le point ensemble avec Madame Maïmouna Déné. Je rappelle qu'elle est la présidente de l'association AFAB et donc l'association des femmes albinos de Burkina, et c'est cette association en partenariat aussi avec d'autres partenaires qui portent le projet Albi Week. Bonjour à vous Madame Déné. Oui, bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau pour que vous puissiez parler d'albinisme, parler surtout aussi de Albi Week. Alors à force justement d'être de vous renseigner, de travailler pour la bonne marche de votre association, de sensibiliser, d'être auprès donc des dermatologues, des cancérologues et autres. C'est sûr que vous pouvez nous définir aujourd'hui l'albinisme, n'est-ce pas? Alors, en tout cas, peut-être pas forcément sur l'aspect scientifique comme les scientifiques peuvent le dire, mais nous définissons l'albinisme terre à terre et surtout pour que ceux qui se demandent pourquoi moi je suis noir, mon enfant a une couleur blanche, de savoir que l'albinisme et une personne atteinte d'albinisme, c'est une personne qui est née et sans la mélanine ou avec une insuffisance de mélanine. Et la mélanine, c'est ce qui rend la peau noire des autres personnes. Ah oui, donc c'est ça qui fait la différence. Alors, rappelez-nous en fait votre vision avec l'association AFAB. Alors, la vision avec l'AFAB, c'est arriver à un Burkina Faso à un monde inclusif où les personnes atteintes d'albinisme ne subissent pas
des regards soit de mépris, et soit des regards stigmatisants, soit des regards moqueurs. En gros, nous attendons en tout cas à avoir un Burkina Faso, un monde où la personne albinos est considérée à sa juste valeur comme un être humain, mais avec des spécificités comme le fait de ne pas pouvoir s'exposer comme les autres personnes atteintes d'albinisme. D'accord. Autant, et généralement, on va parler d'Albi Week tout à l'heure, généralement au sein de votre association, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que c'est de l'accompagnement des personnes ou des femmes albinos, ou bien c'est de la sensibilisation? Qu'est-ce que vous faites comme activité généralement? Alors, pour dire, la question de l'albinisme est très complexe. Elle est tellement complexe que au sein de notre association, nous sommes presque dans tous les domaines. Quand je parle de tous les domaines, déjà, nous faisons beaucoup de sensibilisation. Ça, je l'ai dit tantôt, il faut que la population burkinabé arrive à comprendre ce que c'est que l'albinisme, quelles sont les difficultés liées à l'albinisme. On fait des plaidoyers pour dire qu'aujourd'hui, et notre État a ratifié en tout cas un certain nombre de conventions, et il y a les droits humains qui sont là. Alors, les personnes atteintes d'albinisme étant des personnes des Burkinabés, voilà, sur les questions des droits humains, leurs droits doivent être respectés. Donc nous travaillons sur ces volets. Nous intervenons au niveau de l'éducation, l'autonomisation. Nous intervenons sur l'autonomisation, en fait, nous sommes vraiment dans tout ce qui peut contribuer à ce que la personne atteinte d'albinisme vive à l'aise, soit épanouie. Donc, nous sommes dans ces domaines-là. Alors, Madame Déné, on va prendre, par exemple, les deux volets aussi, concernant notamment l'éducation et la santé. On commence par l'éducation. C'est quoi les grands défis à relever par rapport, sur le plan de l'éducation, par rapport à la personne albinos? Alors, par rapport à la personne albinos, je salue déjà notre État qui a initié la stratégie nationale de l'éducation inclusive. Très, très salutaire, parce qu'aujourd'hui, grâce à cette stratégie, ça nous permet vraiment d'approcher tout responsable et tout promoteur d'école pour parler spécifiquement de l'inclusion et de l'accompagnement, de l'adaptation même de l'éducation aux enfants en situation de handicap de façon générale, mais surtout les enfants atteints d'albinisme. Alors, le défi, c'est quoi? Aujourd'hui, vous allez voir qu'avec cette stratégie, ça facilite vraiment déjà l'adaptation, mais est-ce que l'adaptation même, elle est là réellement? Non. Est-ce que c'est pratiqué? C'est pas pratiqué, parce que si vous prenez les manuels d'apprentissage au Burkina ici, vous allez voir que les écritures sont encore petits. C'est vrai. Voilà. Et les personnes atteintes d'albinisme sont tous malvoyants. Donc, d'où la difficulté pour beaucoup d'enfants de pouvoir avoir un cursus scolaire normal. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, avec cette stratégie, les encadreurs arrivent à permettre même aux enfants atteints d'albinisme d'aller au niveau du tableau pour pouvoir suivre. Mais même avec tout ça, l'enfant, donc ce qu'on demande ici, c'est qu'on puisse même agrandir les écritures. On salue vraiment les efforts de l'État, puisque chaque examen maintenant, on agrandit les sujets pour les personnes atteintes d'albinisme qui sont dans le grand groupe des malvoyants et visuels. Voilà, mais il faut déjà même qu'on puisse l'intégrer même dans le programme. C'est ça. Voilà. D'accord, donc il y a ce défi-là à relever sur le plan de l'éducation. Est-ce que la personne albinos, généralement, vous parlez aussi des pesanteurs sociaux qui pèsent toujours, est-ce que facilement on l'accepte toujours même en classe? Ou on l'intègre aussi parmi, enfin normalement comme les autres élèves? Alors, en tout cas, nous sentons aujourd'hui une évolution positive de la situation, mais ça se limite toujours dans les grandes villes. Ça se limite dans les grandes villes parce que rien que pour l'an passé, je pense, et si je me trompe, on a eu des difficultés dans une province du Burkina pour pouvoir inscrire un enfant atteint d'albinisme à l'école. Voilà, vous voyez, donc tout ça, c'est des réalités qui se vivent, mais comme j'aime à le dire, il y a beaucoup qui le font, surtout par l'ignorance. Voilà, surtout par l'ignorance et les pesanteurs socio-culturels. Il faut vraiment maximiser les sensibilisations et déconstruire les mentalités, donc ça demande beaucoup de travail. D'accord. Et l'autre, le plan maintenant de la santé,
Ça, c'est vraiment primordial parce qu'il faut être en bonne santé justement pour mieux vivre. Quels sont les défis à relever concernant les albinos côté sanitaire? Les défis côté sanitaire des personnes atteintes d'albinisme restent encore énormes. Et aujourd'hui même, notre quête de solutions nous a amené même à intégrer aujourd'hui même le ministère de l'Environnement même pour les questions sanitaires des personnes atteintes d'albinisme. Ministère de la Santé ou de l'Environnement? Il y a la santé, okay. Oui. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi on a joué le ministère de l'Environnement okay. pour les questions sanitaires des personnes atteintes d'albinisme. Le Burkina étant un pays fortement ensoleillé, et je pense qu'on a vécu ensemble les canicules de ces derniers temps. Si aujourd'hui, avec les quelques pluies qui sont tombées, les personnes non albinos commencent déjà à être soulagées, il faut savoir que présentement, il y a des personnes albinos qui ont été exposés à ces casicules-là, aujourd'hui se retrouvent avec des lésions précancéreuses. Donc ça, c'est de l'environnement maintenant. On va au ministère de la Santé. Alors aujourd'hui, au niveau du ministère de la Santé, on salue déjà l'effort même des acteurs, des agents de santé parce que pour être pris par les dermatologues, aujourd'hui les ophtalmologues, on n'a pas de difficulté avec ça, mais ils sont combien? C'est pas dans tous les coins du Burkina qu'on a des dermatologues et aujourd'hui on a ces espèces partout, c'est vrai, mais combien même sont au courant même de la situation des personnes atteintes d'albinisme et comment les prendre en charge. Voilà, et je salue également notre ministère de la Santé qui nous a accordé vraiment beaucoup de temps parce que là nous avons eu des discussions et j'échange avec le ministre qui nous a accordé vraiment ce temps. Également, on a été reçu par certaines directions du ministère, directions techniques. Aujourd'hui, notre État est en train de travailler à prendre en compte les personnes atteintes d'albinisme dans la politique de gratuité des soins. Voilà, c'est une chose qu'on salue et on prie vraiment également que ça aboutisse parce qu'aujourd'hui, j'aime à le dire, la question de l'handicap lié à l'albinisme, c'est un peu différent des autres types parce que la personne naît avec son problème de santé. Un bébé qui naît aujourd'hui, au Burkina, ça veut dire que forcément, il va avoir affaire au soleil, il va avoir affaire au vent très chaud, très sec de l'harmattan, tout ça qui ne contribue pas vraiment à la santé des personnes atteintes d'albinisme. Et cela joue également fortement sur la vision des personnes atteintes d'albinisme. Et côté sanitaire, justement, ça serait quoi l'idéal pour la personne albinos? Alors, l'idéal pour la personne atteinte d'albinisme, il faut déjà que dans tous les coins du Burkina, les agents de santé soient formés et aient vraiment des connaissances sur comment ce que c'est que l'albinisme et comment accompagner la personne atteinte d'albinisme. Si une personne arrive dans un CSPS avec une plaie qui peut être une lésion précancéreuse, si les agents de santé ont déjà ces notions-là, ça facilite. Parce que eux déjà, ils peuvent le prendre en charge. Et s'ils voient que c'est une lésion même qui dépasse vraiment leur connaissance, ils pourront rapidement l'envoyer vers les spécialistes. Mais s'il n'y a pas ces connaissances, c'est difficile. Il faut également, si la personne albinos arrive dans une formation sanitaire, il y a les problèmes voilà, des ressources. Parce que, sans vous dire, la plupart, en tout cas, des personnes albinos de nos membres sont dans des familles modestes, dans des familles qui ont des situations difficiles. Donc, s'il y a déjà aussi cette barrière de prise en charge, de payer, c'est un peu compliqué. Donc, d'où l'importance pour nous encore de saluer vraiment ces démarches de l'État. Pour la gratuité. Pour la gratuité. Et également, après cette gratuité-là, on va maintenant aux médicaments. Et si la personne est aujourd'hui face à un problème de cancer, il y a une hospitalisation. En fait, tout ce que je cite ici, c'est des raisons qui font que non seulement beaucoup de personnes se retrouvent, albinos se retrouvent dans leur maison à souffrir seuls avec leurs plaies, abandonnés par leur entourage. Parce que vous comprendrez, pour une personne même déjà qu'on a du mal à accepter à cause de sa peau, elle se retrouve avec une grosse plaie sur cette peau, ça devient vraiment très très difficile. Et il faut vraiment réunir tout ça pour pouvoir dire que la personne albinos est en bonne santé. Il faut le dire, hein, parce que généralement, dans vos interventions, vous rappelez toujours que le grand problème auquel, justement, sont confrontées les personnes atteintes d'albinisme, c'est le cancer de la peau, qui peut surgir facilement, vu, justement, donc, notre climat et autres. Oui, effectivement, et je pense qu'en tout cas... le 10, on a ouvert notre activité sur cette thématique avec les hommes des médias, où on saisit l'occasion pour saluer
chirurgien et cancérologue, professeur Naïs Zongo, qui a expliqué de long en large que, par exemple, le cancer de la peau peut être soigné. Mais il faut d'abord que ça soit diagnostiqué très tôt. Voilà. Alors que, comme je l'ai dit, souvent ça commence juste par une petite plaie qui ressemble à rien, un bouton qui ressemble à rien. Et si la personne n'a pas une notion de comment ça se développe, voilà, ou que les agents de santé dans les CSP n'ont aucune idée. Voilà pourquoi ça évolue très rapidement pour les cancers de peau. Alors cette image qu'on voit à l'antenne me plaît bien parce que l'idée de Albiweek, c'est surtout aussi l'inclusion. C'était où en fait avec les tout petits? Oui, avec les tout petits, je pense que c'était à la RTB. Ok. Oui, c'était à la RTB où on avait une activité. Une activité, d'accord. Oui. C'est bien justement d'œuvrer aussi pour l'inclusion, c'est très important. On va parler de Albiweek. Vous l'avez déjà annoncé, hein, ça veut dire que le 10 dernier, les activités ont débuté. Qu'est-ce que vous avez déjà réalisé? Et puis après, on parlera du programme à venir. Alors, ce qu'on a déjà réalisé, c'est déjà l'activité de journalistes sensibiliser, renforcer leurs connaissances parce que il faut dire que les hommes de médias du Burkina, c'est nos alliés. On ne pourra jamais les remercier assez parce que si aujourd'hui il y a des visibilités et que les mentalités commencent à changer, c'est vraiment grâce aux partenaires, mais c'est surtout aussi les médias qui nous accompagnent pour permettre à la population de comprendre. Voilà pourquoi il était important pour nous de renforcer leurs connaissances sur le vécu social, environnemental et également l'évolution pathologique liée à l'albinisme. Donc c'est avec ça on a commencé le 10 et c'est l'occasion pour moi également de saluer toutes ces personnes qui étaient avec nous, tous ces partenaires qui ont soutenu vraiment pour que cette activité qui nous tenait vraiment à cœur puisse être réalisée. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes convaincus qu'avec tout ce que les hommes de médias ont pu avoir comme information, en tout cas, on espère qu'il y aura un grand changement. D'accord. C'était le 10. Ensuite, est-ce que hier 11, vous avez tenu d'autres activités? Oui, hier, la journée d'hier comme aujourd'hui est dessinée effectivement avec nos partenaires, les médias. Donc, c'était des plateaux télé, des plateaux radio, voilà, pour sensibiliser, pour passer le message, et voilà. Et demain, 13 juin, c'est la journée. En fait, c'est le jour J, pour ne pas dire la journée internationale de sensibilisation sur l'albinisme. Qu'est-ce qui est prévu pour demain? Alors, ce qui est prévu pour demain, c'est pour nous, en quelque sorte, la journée officielle. Parce que c'est cette journée qui est décrétée pour les personnes atteintes d'albinisme le 13 juin. Voilà pourquoi également, nous, on a choisi cette journée pour réfléchir avec tous les acteurs et les personnes ressources sur comment arriver réellement à ce que la personne albinos soit en bonne santé. Et pour cela, nous avons choisi en tout cas comme thématique la problématique du cancer de la peau chez la personne albinos au Burkina, bien qu'au niveau international, c'est pratiquement les mêmes choses qui ont été développées parce que en fait le problème des cancers c'est partout et puis c'est vraiment la bête noire de la personne albinos. Donc sur le plan international, c'est faisons protéger notre peau et préserver notre vie et faisons valoir nos droits. Donc demain c'est sur ça qu'on va échanger au niveau de l'IAM ZAD. Alors je profite et salue vraiment ces personnalités qui ont accepté et nous accompagner avec leur image sur cette importante activité. Alors je parle ici de son excellence le Premier ministre, voilà, qui nous soutient beaucoup et depuis, en tout cas, journalistes, voilà pourquoi ça veut dire que les journalistes sont nos alliés depuis longtemps. Également, je salue la ministre de l'Action humanitaire, voilà, également la coordonnatrice du système des Nations Unies et le docteur Moumouni Nyone for Progress. Alors c'est un de nos alliés également qui nous accompagne, c'est médecin en santé publique
comportementale et environnementale. Également le PDS de la ville de Ouagadougou, qui sont nos partenaires et nos parrains, je vais dire quoi, nos parrains qui ont associé leur image à cette importante activité de demain. Merci beaucoup. Et donc, après demain, quand même, il y a d'autres activités parce que vous, votre commémoration, c'est carrément une semaine, ça va jusqu'au 15 juin. Oui, c'est une semaine parce que pour nous, on salue vraiment le 13 juin qui est dédié à l'albinisme. Mais en fait, la situation que vivent les personnes albinos vont au-delà de ça. En fait, c'est des choses souvent, il faut la vivre, il faut être proche de quelqu'un qui la vit pour pouvoir comprendre de quoi on parle. Donc, c'est sur une semaine. Alors, le samedi 14, nous entamons une activité citoyenne, le don de sang. Vous savez, quand on était à l'école, et en plus du fait qu'on tire les cheveux pour mettre dans le bic, on avait aussi des camarades qui pinçaient notre peau pour nous faire saigner pour voir quelle sera la couleur de votre sang. Tout ça, c'est des choses qu'on a vécues, c'est des choses qui se vivent. Donc, aujourd'hui, ça, c'est un message en plus de contribuer à sauver des vies. Qui parle des cancers de peau, parle forcément des besoins de sang. Donc, nous comprenons ce que c'est que le manque de sang, à force de côtoyer vraiment nos membres qui sont dans des situations. Donc, vous aussi, vous allez donner justement de votre sang. Donc, vous dites que la personne albinos est, hormis la mélanine le manque de mélanine qui fait que sa peau est blanche, c'est une personne comme tout le monde qui peut donner son sang et qui peut recevoir le sang aussi de tout le monde. Donc, vraiment, c'est encore une occasion de remercier ses partenaires, et la coordination des Nations Unies, UNFPA, l'ONG Light for the World, Pull for Progress, tous ces partenaires qui ont bien accepté vraiment soutenir cette initiative de Albi X7 là, pour nous permettre encore de toucher la population burkinabé avec des sensibilisations. Surtout que les gens comprennent également que l'albinisme, comme le dit le généticien professeur Saint-Poré, on ne peut jamais savoir à l'avance si je suis porteur du germe ou pas. Donc ça veut dire que même ceux souvent qui nous stigmatisent, qui nous rejettent, peuvent même être des porteurs du germe sans le savoir. Donc il faut vraiment qu'on arrive à comprendre que nous sommes tous burkinabés, nous sommes tous humains et que chacun a quelque chose à apporter. Et si la personne albinos est accompagnée, s'il est accepté, on peut aussi faire beaucoup de choses pour notre entourage, pour nos familles, pour notre environnement et surtout pour notre cher pays. Alors, Madame Déné, je sais que pour les éditions passées de Albi Week, il y a souvent un défilé de mode. Est-ce que cette année, il n'y aura pas ou c'est prévu toujours? Alors, cette année, on ne pourra pas intégrer le défilé de mode des personnes albinos dans Albi Week 7 là. Et voilà pourquoi j'ai salué vraiment avec insistance les partenaires parce que vu tout ce que nous savons et les difficultés de ressources qui se posent. Et également cette année, on a aussi choisi de ne pas faire la partie culturelle parce que on a voulu vraiment nous attarder sur la question sanitaire. Parce qu'au fait, on a des cas présentement qui ne sont pas vraiment jolis à voir. Donc, on veut vraiment nous attarder sur la question sanitaire, d'où l'importance pour nous de parler que de la santé et avec les hommes des médias et avec les agents de santé et avec l'État, les décideurs et avec les personnes ressources. Il faut parler des bien-être des personnes albinos sur le plan sanitaire. Merci beaucoup, Madame Déné. Le temps est parti à cette émission aussi est terminé. Quel est votre mot de fin à l'endroit donc de tout le comité d'organisation de Albi Week, mais également à l'endroit de tous vos membres? Parce que demain, c'est la journée, c'est votre journée, j'ai envie de dire. Quel est votre mot de fin? Alors déjà, je vais dire aux parents d'enfants atteints d'albinisme de donner beaucoup d'amour à leurs enfants, d'accepter leurs enfants, de les combler de beaucoup d'amour. Aux personnes atteintes d'albinisme, il faut que nous, on s'accepte. En fait, on est déjà né et on ne peut rien changer. Il faut d'abord qu'on accepte. Il faut que chacun voit ce qu'il peut apporter pour pouvoir se faire accepter. Je salue également notre partenaire de tous les jours, la Fondation Slamazone, les Malika la Slameuse. Voilà, je salue l'ONG Light for the World, je salue la Coordination des Nations Unies, l'UNFPA, Pull for Progress, et je salue surtout notre État pour tout ce qu'ils font aujourd'hui pour les couches vulnérables. Et je salue les hommes des médias,
d'être toujours à nos côtés. Je ne vous saluerai jamais assez parce que plusieurs fois, vous nous avez ouvert vos portes pour nous permettre de dire à la population burkinabé comment on vit, comment on aimerait vivre et qu'est-ce qu'on peut apporter si on a. Merci beaucoup, Madame Déné. Bon vent et puis surtout bonne commémoration de la journée mondiale de sensibilisation sur l'albinisme et surtout, donc même pour le programme de Albi Week, ça va jusqu'au 15 juin. Donc profitez justement, passer aussi, comprendre mieux ce que c'est que l'albinisme et comment justement ces personnes vivent. Merci d'être passé. Restez avec nous ensemble, on va dire au revoir aux téléspectateurs. Merci à vous, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain vendredi pour le dernier numéro de cette semaine. En attendant, portez-vous bien et restez fidèles au programme de Savane TV. Allez, cuisse.